Ce soir, c'est Halloween, Samhain, la célébration de la fin des récoltes de l'été et l'entrée dans une nouvelle année qui commence dans le long silence de l'hiver. C'est aussi une légende qui nous chuchote combien cette nuit-là en particulier, le voile qui sépare les mondes des vivants et des morts est si fin, si ténu, qu'il peut à certains endroits se déchirer, créant ainsi un passage pour les uns et les autres. J'allumai un feu dans la cheminée de la bibliothèque. Une chaleur bienvenue, car si les jours étaient doux et encore propices à un certain farniente, les soirées devenaient fraîches d'un soleil qui réchauffait de moins en moins notre hémisphère. L'heure de la chauve-souris venait de sonner. Halloween. Une nuit propice pour se raconter les histoires les plus morbides, et c'est ce que nous allons faire nous aussi, en vous narrant la terrible histoire d'Aerea Targaryen. Avec la vision rétroactive de l'histoire pour nous guider, nous pouvons remonter et voir que tous les signes étaient là, les présages inquiétants des temps difficiles à venir. Les problèmes de toute nature trouvent toujours leur origine dans le passé, du plus proche au plus lointain. Notre histoire commence en réalité 2 années avant les faits. En 54 après la conquête, Lady Elissa Farman entendit l'appel de la mer et prit congé des uns et des autres à Pendragon, lieu de résidence de la reine Rhaenyra Targaryen et de sa fille Aerea, qui la supplia de l'emmener avec elle. Mais Elissa, au nom de l'amitié qui la liait à sa mère, refuse et embarque seule pour Pentos, puis Braavos, là où les charpentiers de marine étaient les plus réputés. Une demi-lune après son départ, on s'aperçut de la disparition de 3 œufs de dragon. Après enquête, il n'y eut plus aucun doute. Elissa Farman avait sans aucun doute emporté les œufs avec elle pour les vendre et ainsi accomplir son rêve, affréter un navire et engager un équipage afin de partir vers les mers les plus à l'ouest du monde connu. À la fin de l'année de l'étranger, la princesse Aerea avait fui Pendragon et disparut avec le dragon le plus terrifiant qu'on ait jamais connu de mémoire d'homme, Balerion, la terreur noire. Le roi Jaehaerys ordonna qu'on envoie des corbeaux à tous les châteaux des 7 couronnes. Les corbeaux s'envolèrent, mais il n'y eut pas de nouvelles de la princesse, ce jour-là, ni celui d'après, ni celui encore d'après. Lors de Régaudraz, le grand argentier pentochi du roi avait dépêché ses agents dans toutes les cités libres des Sauces, en quête de la moindre information. Mais nulle part, on n'avait pu observer un signe ou une trace de Balerion la Terreur. À Villevieille, Elissa Farman gardait les yeux rivés sur l'horizon et les mers occidentales battues par les tempêtes. Son navire, coureur de soleil, avait atteint le port au dernier jour de l'automne. Elle se proposait de faire ce que n'avait osé tenter auparavant qu'une poignée des plus audacieux marins. Naviguer au-delà du couchant, en quête de terre que nul n'imaginait. Et elle ne voulait pas à bord d'hommes qui pourraient perdre courage, se mutiner contre elle et la contraindre à faire demi-tour. Elle voulait des hommes qui partageaient son rêve. À l'époque, comme de nos jours, le peuple ignorant et les marins superstitieux se raccrochaient à la croyance que le monde était plat et s'achevait quelque part, loin à l'ouest. Certains parlaient de murs de flammes et de mers en ébullition, d'autres de noirs brouillards qui s'étendaient à perpétuité, d'autres encore des portes mêmes de l'enfer. Les gens plus sages étaient plus avisés. Le soleil et la lune étaient des sphères. La raison suggérait que le monde devait en être également une, et des siècles d'études avaient convaincu les archimestres du conclave qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur ce point. Les seigneurs dragons des possessions de Valyria le croyaient aussi, ainsi que les sages de nombreux pays lointains, de Carth à Yiti jusqu'à l'île de Leng. Les rares écrits qu'elle a laissés derrière elle montrent que même enfant, Elissa Farman était convaincue que le monde était bien plus vaste et bien plus étrange que les maîtres ne l'imaginent. Elle ne partageait pas les rêves des marchands. Elle avait une vision bien plus audacieuse. Entre Westeros et les côtes extrêmes-orientales d'Essos et d'Ultos s'étendaient d'autres terres et d'autres mers qui attendaient qu'on les découvre. Un autre Essos, un autre Sotorios, un autre Westeros. Ses rêves abondaient en montagnes gigantesques, en îles verdoyantes brillant au soleil, en bêtes sauvages qu'aucun homme n'avait domptées, en fruits singuliers que nul n'avait goûtés,
et en ville dorée scintillant sous des étoiles inconnues. Des millénaires avant la conquête, quand les rois de l'hiver régnaient encore sur le nord, les Fernets avaient navigué dans les mers septentrionales où de monstrueux krakens, des dragons de mer et des léviathans immenses comme des îles, nageaient dans des eaux froides et grises, là où les brouillards givrants dissimulaient des montagnes flottantes composées de glace. Mais Elissa Farman mènerait le coureur de soleil sur une route plus méridionale, à la recherche d'eau bleue et chaude qui la porterait de l'autre côté des mers du crépuscule. Nous étions encore dans l'heure de la chauve-souris. Je mis quelques bûches dans la cheminée. J'avoue que j'adore littéralement ces histoires de marins, voguant sur les 7 mers et les 14 océans, mais je sais aussi que ce n'est pas vraiment le propos de ce soir. Je me mis à préparer 2 tasses de chocolat chaud et fondant, et lançai, en passant, un gros clin d'œil au grand squelette qui ornait l'entrée du salon, toujours prêt à recevoir les visiteurs, les plus amicaux comme les plus inopportuns. Je me rassis enfin, dans l'attente du reste de notre histoire. Le 13e jour de la 4e lune de 56 parut dans une aube froide et grise, avec des rafales de vent soufflant de l'est. Les chroniques de la cour nous apprennent que Jaehaerys Targaryen, premier du nom, déjeuna avec un délégué de la banque de fer de Braavos, venu collecter l'échéance annuelle du prêt de la couronne. La rencontre fut houleuse. Ailleurs dans le donjon rouge, la reine Alysanne passa la matinée avec ses enfants. Septombart se trouvait dans la bibliothèque et le grand maître Bénifer dans sa rouquerie. À l'autre bout de la ville, Lord Corbray passait l'inspection du guet, tandis que Régodraz recevait une jeune dame à la vertu négociable dans sa demeure. Tous se souviendraient longtemps de ce qu'ils faisaient quand ils entendirent la fanfare d'une trompe résonner dans l'air du matin. Dans une tour de guet isolée, dominant les eaux de la baie de la Nera, un garde avait aperçu des ailes sombres dans le lointain et fait donner l'alarme. Balerion était de retour à Port-Réal. Voilà de longues années qu'on avait vu la terreur noire dans les cieux au-dessus de la ville, et ce spectacle emplit de crainte plus d'un Port-Réalais, en se demandant si d'une façon ou d'une autre, Maegor le Cruel n'était pas revenu de sa tombe le chevaucher à nouveau. Hélas, le dragonnier qui s'accrochait à son cou n'était pas un roi mort, mais une enfant agonisante. L'ombre de Balerion balaya dans sa descente les cours et les salles du donjon rouge, ses ailes immenses giflant l'air pour se poser dans la cour intérieure, près de la citadelle de Maegor. À peine avait-il touché le sol que la princesse Aérea glissa de son dos. Même ceux qui l'avaient le mieux connue pendant ses années à la cour identifièrent à peine la fillette. Ses vêtements étaient réduits à des haillons et à des lambeaux accrochés à ses bras et à ses jambes. Ses cheveux étaient emmêlés et crasseux, ses membres grêles comme des bâtons. « S'il vous plaît !» s'exclama-t-elle à l'adresse des chevaliers, des écuyers et des serviteurs qui l'avaient vue descendre. Puis alors qu'il se précipitait vers elle, elle s'écroula. Sir Lucamore Strong, écartant le reste de l'assistance, souleva la princesse dans ses bras et traversa le château en la portant au grand maître Bénifer. Plus tard, il conterait à qui voulait l'entendre que la fillette était rouge et brûlante de fièvre, la peau si ardente qu'il la sentait même au travers des écailles de son armure. Elle avait aussi les yeux injectés de sang, prétendait le chevalier, et il y avait en elle quelque chose, une chose qui remuait et la faisait grelotter et se tordre dans mes bras. Il ne relata pas longtemps ses récits. Le lendemain, le roi Jaehaerys le convoqua et lui ordonna de ne plus jamais parler de la princesse. On envoya immédiatement chercher le roi et la reine, mais quand ils arrivèrent aux appartements du maître, Bénifer leur refusa l'entrée. « Vous ne tenez pas à la voir en un tel état, leur dit-il, et je faillirais si je vous laissais vous approcher davantage. » On posta des gardes à la porte pour tenir également les serviteurs à distance. Seul fut admis le Septombart. Bénifer fit son possible pour la princesse affligée, lui donnant à boire du lait de pavot et la plongeant dans un bain de glace pour abaisser sa fièvre. Mais ses efforts restèrent vains. Jaehaerys et Alysanne veillaient devant la porte du maître. Le soleil s'était couché et l'heure de la chauve-souris était proche quand le Septombart parut pour annoncer qu'Aérea Targaryen était morte. La princesse fut livrée aux flammes dès le lendemain au lever du soleil.
son corps enveloppé de lin blanc des pieds à la tête. Le grand maître Bénifer, qu'il avait en personne préparé pour le bûcher funéraire, paraissait lui-même à moitié mort. Le roi annonça que sa nièce avait péri d'une fièvre et demanda au royaume de prier pour elle. Port-Réal porta le deuil quelques jours avant que la vie reprenne comme auparavant, et s'en fut terminé. Certains mystères demeuraient toutefois. De nos jours encore, des siècles plus tard, nous ne sommes pas plus près de connaître la vérité. Plus de 40 hommes ont servi le trône de fer comme grands maîtres. Leurs journaux personnels, lettres, registres de comptes, mémoires et calendriers de cours sont notre meilleure source pour les événements auxquels ils ont assisté. À cet égard, Bénifer se classe au sommet, et ses lettres et journaux nous fournissent le compte-rendu détaillé de tout ce qu'il a vu, fait et entendu, tandis qu'il était au service du roi Jaéris et de son oncle Mégor avant lui. Et pourtant, dans tous les écrits de Bénifer, on ne trouve pas un seul mot concernant le retour à Port-Réal d'Aérea Targaryen et de son dragon volé, ni la mort de la jeune princesse. Par bonheur, Septembarte n'eut pas tant de réticence, et c'est vers sa chronique que nous devons à présent nous tourner. Voilà 3 jours que la princesse a péri, et je n'ai pas dormi. Je ne sais pas si je pourrai de nouveau dormir un jour. La mère est miséricordieuse, ai-je toujours cru, et le Père d'en haut juge chacun avec justice. Mais il n'y a eu ni justice, ni miséricorde dans ce qui est arrivé à notre pauvre princesse. Comment les dieux ont-ils pu être assez aveugles et indifférents pour permettre une telle horreur? Ou se peut-il qu'existent d'autres déités dans cet univers, des dieux mauvais et monstrueux? Je ne sais, je ne veux pas savoir. Si cela fait de moi un septon mécréant, soit. Le grand maître Bénifer et moi, nous sommes engagés à ne dire à personne ce que nous avons vu et connu dans ces appartements, alors que la pauvre enfant agonisait. Ni au roi, ni à la reine, ni à sa mère, pas même aux archimestres de la citadelle. Mais les souvenirs ne veulent pas me quitter, aussi les consignerai-je ici. Peut-être que du temps qu'on les trouve et qu'on les lise, les hommes auront atteint une meilleure compréhension de tels mots. Nous avons dit au monde que la princesse Aérea était morte d'une fièvre, et cela est vrai dans les grandes lignes. Mais c'était une fièvre comme je n'en avais jamais vu auparavant, et comme j'espère ne plus jamais en revoir. La fillette cuisait, et quand j'ai posé la main sur son front pour savoir à quel point elle était chaude, ce fut comme si je l'avais plongée dans une marmite d'huile bouillante. C'est à peine si elle avait une once de chair sur les os, tellement elle semblait émaciée et affamée. Mais nous avons pu observer certains gonflements en elle, tandis que sa peau se bombait, puis s'affaissait de nouveau, comme si... Non, pas comme si, car c'était bien la réalité. Il y avait des choses en elle, des créatures vivantes qui se mouvaient et se tordaient, qui cherchaient peut-être une issue et lui infligeaient une telle souffrance que même le lait de pavot ne lui accorda aucune rémission. Nous avons dit au roi qu'Aérea n'avait pas prononcé un mot, mais c'est un mensonge. Je prie pour oublier certaines des choses qu'elle a chuchotées par ses lèvres craquelées et saignantes. Je ne puis oublier combien elle a souvent imploré la mort. Tous les arts du maître étaient impuissants contre sa fièvre, si en vérité nous pouvons désigner une telle horreur d'un nom aussi banal. La plus simple façon de le dire, c'est que la pauvre enfant cuisait de l'intérieur. Sa chair devint de plus en plus noire, puis commença à se fendre, jusqu'à ce que sa peau ne ressemble à rien tant, que les 7 me préservent, qu'à des craquelins de porc. De fines fumerolles sortaient de sa bouche, de son nez, et même, obscénité, de ses lèvres inférieures. Désormais, elle avait cessé de parler, bien que les créatures en elle continuent à remuer. Ses yeux eux-mêmes cuisaient dans son crâne et finirent par éclater comme 2 œufs laissés trop longtemps dans une marmite d'eau bouillante. J'ai pensé que c'était la chose la plus effroyable que je verrais jamais, mais j'en ai été rapidement détrompé, car une horreur pire encore m'attendait. Cela est arrivé quand Bénifer et moi avons plongé la pauvre enfant dans une baignoire pour la couvrir de glace. Le choc de cette immersion a arrêté son cœur sur le coup, me suis-je dit. Si tel est le cas, ce fut une miséricorde, car c'est alors que les créatures en elle sont sorties. Les créatures. Je ne sais pas comment en parler. C'était des vers avec des visages, des serpents avec des mains, des choses sinueuses, gluantes, innommables, qui semblaient se tordre, palpiter et grouiller en crevant sa chair pour apparaître.
Certaines n'étaient pas plus grosses que mon petit doigt, mais une au moins était longue, comme mon bras. Et, oh que le guerrier me protège, les bruits qu'elle produisait. Mais elles sont mortes. Je dois me remémorer cela, m'y raccrocher. Quoi qu'elles aient pu être, c'étaient des créatures de la chaleur et du feu, et elles n'aimaient pas la glace. Oh que non. L'une et l'autre, elles se sont débattues, tordues, et ont péri sous mes yeux, grâce en soit rendue aux 7. Je ne me hasarderai pas à leur donner un nom. C'était des horreurs. La première partie du témoignage de Septombart s'arrête là. Nous restons quelques minutes dans le silence, tout en essayant de visualiser une des scènes les plus effroyables écrites par l'auteur. Nous n'avons aucun doute sur la véracité du témoignage. Septombart était fort justement réputé pour sa grande honnêteté, autant que pour sa curiosité intellectuelle presque sans limite. Un vent du nord s'est élevé, froid, obstiné. Il s'insinuait dans chacune des fenêtres de notre demeure. J'approvisionnais encore le feu de notre cheminée, unique source de chaleur de la bibliothèque que les écrits de Septombart continuaient à glacer davantage. Nous tournons les pages, car ce n'est pas fini. Son témoignage reprend quelques jours plus tard. La princesse Aérea n'est plus, mais elle n'est pas oubliée. En dehors des septuaires, les mêmes questions sont sur toutes les lèvres. La princesse a disparu pendant plus d'1 an. Qu'a-t-il pu lui arriver? Où Aérea Targaryen est-elle allée après avoir fui Père Dragon? La reine Rhaena a d'abord pensé qu'elle s'était envolée pour Port-Réal. La princesse n'avait pas fait mystère de son désir de revenir à la cour, mais on ne retrouva Aérea dans aucun de ces endroits, ni nulle part à Westeros. La reine et moi-même prirent ceci comme une indication que la princesse était envolée vers l'est, et non vers l'ouest, et qu'on la trouverait quelque part à Essos. La fillette avait bien pu croire que les cités libres échappaient à l'emprise de sa mère. Cependant, les agents et informateurs de Lord Rhaego n'avaient pu retrouver aucune trace d'elle sur l'autre rive du détroit. Pas même un murmure. Pourquoi? Bien que je ne sois en mesure de fournir aucune preuve, je puis suggérer une réponse. Il me semble que nous avons tous posé la mauvaise question. Aérea Targaryen était encore bien au-deçà de son 13e anniversaire, au matin où elle se glissa hors du château de sa mère, et pour des raisons que nous ne comprendrons peut-être jamais, elle choisit Balerion au lieu de n'importe quel autre dragon, plus jeune et plus facile qu'elle aurait pu revendiquer. Peut-être voulait-elle simplement une bête grande et impressionnante. C'était peut-être aussi l'envie de dompter la bête qui avait tué son père. Peu importe les raisons. La princesse avait fort bien pu avoir l'intention de voler vers Port-Réal. Elle avait pu vouloir aller rejoindre sa sœur jumelle à Villevieille, ou partir à la recherche de Lady Elissa Farman, qui avait un jour promis de l'emmener à l'aventure, mais c'est une chose de sauter sur un dragon, et une toute autre de le plier à votre volonté, en particulier une bête aussi vieille et féroce que la Terreur Noire. Dès le début, nous nous sommes demandé où Aérea a-t-elle conduit Balerion. Nous aurions dû poser la question où Balerion a-t-il conduit Aérea? Une seule solution est logique. Souvenez-vous que Balerion était le plus grand et le plus vieux des 3 dragons que le roi Aegon et ses sœurs avaient chevauchés pour leur conquête. Vhagar et Meraxes avaient éclos sur Père Dragon. Seul Balerion, qui était arrivé sur l'île avec Aenar l'exilé et Daenys la rêveuse, vivait toujours, continuant à croître en taille, en férocité et en caractère. Il est peut-être la seule créature vivante au monde qui a connu Valyria avant le fléau. Et c'est là qu'il a emmené la malheureuse enfant accrochée à son dos. Qu'elle y soit allée de son plein gré, j'en serais fort surpris. Elle ne possédait ni les connaissances, ni la force de volonté pour le faire changer de cap. Sur ce qui lui est arrivé à Valyria, nous ne pouvons nous livrer qu'à des conjectures. À en juger par l'état dans lequel elle nous est revenue, je ne veux même pas y songer. Les Valériens étaient bien plus que des seigneurs dragons. Ils pratiquaient la magie du sang, ainsi que d'autres arts ténébreux, puisant dans les profondeurs de la terre des secrets qu'il aurait mieux valu laisser enfouis, comme tordre la chair des animaux et des hommes pour en modeler de monstrueuses chimères contre nature. Pour ce péché, Valyria est maudite. Tous les hommes s'entendent sur ce point. Et même les plus audacieux marins se tiennent à bonne distance.
mais nous aurions tort de croire que plus rien ne vit là-bas désormais. Actuellement, y demeurent ces créatures que nous avons trouvées dans le corps de la jeune princesse, ainsi que d'autres horreurs que nous ne pouvons même pas imaginer. J'ai longtemps décrit ici comment elle a péri, mais il y a autre chose. Balerion portait lui aussi des blessures. Cette énorme bête, la terreur noire, le plus terrible dragon qui ait jamais pris son essor dans les cieux de Westeros, est rentré à Port-Réal avec des cicatrices à moitié refermées, qu'aucun homme ne se souvenait avoir déjà vues, et une déchirure irrégulière au flanc gauche, longue de presque 3 mètres, une plaie béante et rouge d'où le sang continuait à dégoûter, chaud et fumant. Le Père a créé les hommes curieux pour mettre notre foi à l'épreuve, disent certains. C'est mon péché perpétuel que je ne puisse voir une porte sans avoir besoin de savoir ce qui s'étend de l'autre côté. Mais il est des portes qu'il vaut mieux garder closes. Aérea Targaryen en a franchi une. Le récit du Septombart s'achève ici. Plus jamais il n'évoquerait le sort de la princesse Aérea, et même ces mots seraient enfermés dans ses papiers privés, où ils resteraient près d'1 siècle sans être découverts. Les horreurs dont il avait été le témoin eurent sur le Septon un effet profond, attisant cette soif de savoir qu'il appelait « mon péché perpétuel ». Ce fut à la suite de ceci que Bart entama les recherches et les études qui finiraient par le conduire à écrire Dragon, Veur et Vouivre, leur surnaturelle histoire. Un volume que la citadelle condamnerait en le qualifiant de saisissant mais sacrilège, et dont Bélor le Bienheureux ordonnerait la censure et la destruction. Il est probable que Septombart ait discuté de ses soupçons avec le roi. Bien que le sujet ne fût jamais venu devant le conseil restreint, Jaehaerys proclama par édit royal, plus tard cette même année, qu'il interdisait à tout navire soupçonné d'avoir visité Valyria d'accoster à aucun port des 7 couronnes. Les sujets du roi se virent, de la même façon, interdire de visiter Valyria, sous peine de mort. Pour garantir qu'il n'y aurait aucune réédition de l'évasion de la princesse Aérea sur Balerion, le roi décréta que tous les dragons seraient gardés, nuit et jour. Un nouvel ordre de garde fut créé à cet effet. Les gardiens des dragons, forts de 77 membres, revêtus d'armures d'un noir luisant, leur aume portant une rangée d'écailles de dragon. Quant à Elissa Farman, elle disparut, et nul n'a jamais su ce qu'il était advenu. Son navire, le Coureur de Soleil, sera retrouvé quelques années plus tard, abandonné et blanchi par le sel, échoué sur quelques rivages, du côté de la sinistre cité d'Achai-les-Ombres. Notre histoire se termine alors que les bûches continuent à crépiter dans l'âtre. L'heure de l'anguille n'est pas si avancée, et nous devons rejoindre quelques amis pour célébrer cette nuit d'Halloween. Mais le silence nous gardait là, songeuses. Nous nous regardons avec un certain malaise, car nous avons nous aussi réuni une équipe et affrété un navire qui prendra la mer dans quelques jours, justement pour partir en quête des contes et légendes qui parcourent Planetos. Maintenant, vous savez vous aussi ce qui a motivé notre curiosité. La terrible et incroyable histoire d'Aérea Targaryen. Une histoire obsédante pour tous ceux qui veulent en savoir davantage sur les dragons et leurs origines, aussi anciennes que ce qu'il y a de plus ancien dans le monde connu.